Donc il y a eu une persécution d'une violence inouïe contre cet homme. Nous sommes en 2022, la publication des versets sataniques remonte à 1988. On a eu le sentiment que la période de danger absolu était passée. Nous voyons aujourd'hui qu'il n'en est rien. Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avions bien besoin de quelqu'un qui ait l'expérience journalistique et historique nécessaire pour nous replonger, on va dire, près de plus de 30 ans en arrière, à l'époque où Salman Rushdie publiait les versets sataniques et où le gouvernement de Téhéran publiait donc une fatwa contre lui, le laissant, dirons-nous, le mettant en danger de mort. Alors, bien entendu, la première question que l'on se pose, c'est finalement le gouvernement de Téhéran, 30 ans plus tard, 32 ans plus tard, il n'a pas véritablement œuvré à la disparition, on va dire, brutale de Salman Rushdie. Il a fallu que ça soit un Libanais, un solitaire, l'un de ces loups solitaires qui arrive et qui lui plante un couteau à plusieurs reprises et pour le blesser grièvement. Comment on explique que finalement... Il faudra une enquête pour déterminer exactement d'où vient ce Libanais solitaire. Il faut comprendre que dans le système culturel de l'islam et de l'islam radical, il y a une espèce de dictature de tous contre tous. Il y a le fait qu'il y a certains impératifs qui sont imposés à la société et que les individus se déterminent presque automatiquement en fonction de ces impératifs et n'osent pas s'éloigner de ce qui a été établi à travers ce qui peut apparaître comme un consensus. Donc l'idée, par exemple, qu'il faille punir les blasphémateurs, punir d'une manière générale les non-musulmans lorsqu'ils portent atteinte au droit ou à l'honneur, et on sait ce que le mot honneur peut signifier dans cette région du monde, des musulmans. Ça, ce sont des espèces d'impératifs culturels que des pouvoirs politiques en place, ou bien au contraire des contre-pouvoirs qui essaient de prendre la place des pouvoirs établis, vont manipuler comme ils l'entendent. C'est le fameux phénomène sur lequel on a tellement glosé de la rue arabe qui est imprévisible et qui peut toujours à un moment ou un autre renverser un pouvoir que l'on croyait stable. En fait, vous êtes en train de nous dire que finalement, les gouvernements dans le monde dans l'islamisme, dans le monde de l'islam, eh bien, on lance une fatwa, pas pour obligatoirement après poursuivre ceux qui sont sous le coup de cette fatwa, mais pour d'une certaine manière permettre à celui qui le voudrait d'attenter à la vie. Une fatwa, c'est un avis conforme au droit musulman qu'il incombe ensuite aux musulmans individuels ou bien à un pouvoir musulman d'exécuter ou non. Si un pouvoir musulman, ou j'insiste là-dessus aussi, un contre-pouvoir, c'est-à-dire une organisation de contestation, une organisation qui veut prendre justement le pouvoir à la place de ceux qui l'ont actuellement, ils ont la possibilité d'utiliser cette fatwa pour justifier des actions violentes. Alors, d'abord, une répercussion à cet attentat contre Salman Rushdie. Est-ce que, par exemple, on peut faire un lien? Est-ce qu'un tel attentat peut, par exemple, refroidir les pays occidentaux dans leur quête, on va dire, presque obsessive d'aller vers un accord sur le nucléaire iranien avec Téhéran? Non, pas du tout. Les Occidentaux n'ont jamais eu, à quelques exceptions près, de réaction ni d'ensemble, ni de réaction suffisamment, je dirais, réfléchie, coordonnée, correspondant à la réalité de ce genre de menace depuis
depuis 1988, l'année où Salman Rushdie a publié les versets sataniques et où il a été condamné par l'Iran, par l'imam Khomeini. Les Occidentaux diront toujours qu'ils sont pour la liberté d'expression. Les Occidentaux accorderont ou n'accorderont pas, puisque Salman Rushdie sur ce plan a eu des déclarations diverses et variées, ils accorderont ou n'accorderont pas une protection physique à la personne menacée. Mais il y a cette attitude qui consiste à dire bon, ça fait partie de la culture de l'adversaire, nous ne pouvons rien faire fondamentalement contre cela. Et je pense qu'une négociation globale, même si elle peut inclure à un certain moment quelques disons concession de forme de tel ou tel autre pouvoir musulman sur une question telle que la question du blasphème, telle que la question de Salman Rushdie, mais ça n'entache pas, ça ne vient pas modifier l'attitude globale des pays occidentaux. Dans leur majorité, l'Iran était un fait accompli, que ce régime était là pour durer éternellement, qu'on ne pourrait jamais amener à son changement, à sa disparition. Alors justement, je voudrais qu'on revienne plus de 30 ans en arrière, puisque ces versets sataniques ont été publiés en 1988. C'était le début justement de ce régime de Téhéran. Le fait qu'ils aient publié cette fatwa, c'était pour juste essayer de consolider leur pouvoir. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque ? Quel était l'impact de cette... Pourquoi ils avaient pris cette mesure à l'époque ? Ce n'était pas le début du régime. Pas le début, mais c'était dans l'idée de la première décennie. Non, pas du tout. Oui, c'était la fin de la première décennie. Énormément de choses s'étaient passées. Il y avait eu la guerre entre l'Iran et l'Irak qui ne s'était pas terminée par une victoire iranienne. Il faut quand même rappeler cela. Fondamentalement, la République islamique et Khomeini avaient été obligés. Khomeini avait eu une expression très forte. J'ai été obligé de boire la coupe du poison. C'est-à-dire que le fait pour lui d'accepter finalement un cessez-le-feu avec l'Irak, c'était quand même une très grande humiliation. Il est certain que dans ce contexte, qui était un contexte d'une certaine usure du pouvoir khoméiniste en Iran, le fait de mobiliser toutes les opinions publiques du monde musulman contre l'épouvantable renégat et blasphémateur qu'était Salman Rushdie, ça ressortait d'une certaine manière je dirais presque de la politique intérieure de l'Iran. C'était une manière de conforter le régime à un moment où ce régime était quelque peu en perte de vitesse. Alors, et le combat à l'époque, pour revenir à l'époque, le combat était celui des intellectuels, de celui des journalistes, de ceux qui voulaient préserver la liberté d'expression. Moi, j'étais à Oxford en octobre 88. J'étais à Oxford pour une conférence qui s'y déroulait, et je me promène le soir après la conférence dans les petites rues pittoresques d'Oxford. Je vois un pub qui annonce ce soir l'écrivain Salman Rushdie parlera de son nouveau livre Les versets sataniques. Moi, je suis passé devant en me disant qu'est-ce que ça peut être encore que ce bouquin, Les versets sataniques. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Disons qu'au moment où le livre est paru, le livre pouvait susciter une certaine curiosité dans certains milieux, par exemple, encore une fois, dans le milieu universitaire, académique, dans une ville telle que Oxford. Salman Rushdie n'était pas terriblement célèbre à l'époque, il avait déjà publié quelques livres, il n'était pas très populaire dans beaucoup de milieux, parce qu'il faut bien dire que jusque-là, c'était l'intellectuel
du tiers-monde classique qui peut se moquer un peu de sa propre société, mais qui va également se livrer à des critiques un peu fantasmagoriques de la société occidentale. Donc c'était ça Salman Rushdie à ce moment-là. Lorsque Salman Rushdie a été attaqué, il y a eu des réactions. Je les mentionne parce que c'était la réalité historique. Madame Thatcher, qui était encore Premier ministre en Grande-Bretagne à l'époque, avait dit oui, Salman Rushdie a insulté l'islam, c'est pas un comportement très bien. Pourquoi Madame Thatcher avait dit ça? Notamment, je crois, parce que ses conseillers lui avaient dit, mais vous savez, ce Salman Rushdie, en fait, il attaque l'islam, mais il attaque aussi bien la démocratie occidentale. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que en Occident, on a commencé à comprendre que au-delà du personnage de l'écrivain Salman Rushdie, il y avait une mise en cause très profonde de la liberté de penser, non seulement dans les pays musulmans, mais également dans les pays musulmans, et que le précédent d'une telle fatwa était un précédent redoutable qui pouvait, à terme, empoisonner complètement le débat public dans les pays démocratiques occidentaux. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Après l'affaire Rushdie, vous avez eu l'affaire des caricatures de Mahomet. Après c'était l'affaire de ces caricatures de Mahomet. Vous avez eu énormément de choses, des assassinats d'intellectuels, le massacre de Charlie Hebdo, etc., etc., etc. Mais justement, Michel, oui. Est-ce que finalement, de facto, le fait que Salman Rushdie ait continué à vivre, on va dire, je pense pas paisiblement, mais a continué à vivre et à écrire et à présenter ses conférences. Pas là. Michel, est-ce que vous m'entendez là ? Oui, là, je vous entends. Alors, non, je voulais justement dire à propos de ces massacres qui sont produits par la suite, de Charlie, qui nous a marqué, bien entendu, à tous, le fait que, justement, Salman Rushdie, après cette fatwa, n'ait pas été menacé directement, qu'il n'ait pas subi d'attentat, finalement, ça n'a pas permis à des gens comme, à Charlie, de poursuivre sur cette voie, c'est-à-dire d'une sorte de... Salman Rushdie a vécu dans la clandestinité pendant des années et des années. Pendant des années et des années, il vivait dans des appartements, on pourrait presque parler de caches qui lui étaient fournis par les autorités des pays où il vivait. Ses liens avec ses amis, avec sa famille, avec ses proches ont été rompus. Il a divorcé. Sa femme n'a pas pu continuer à vivre avec lui dans ces conditions. Donc il y a eu une persécution d'une violence inouïe contre cet homme. Alors nous sommes en 2022, la publication des versets sataniques remonte à 1988. On a eu le sentiment depuis quelques années que la période de danger absolu était passée. Nous voyons aujourd'hui qu'il n'en est rien. Voilà. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter avec nous, dirons-nous, cet attentat contre Salman Rushdie qui est dans un état grave, certains diraient critique, même après avoir reçu 15 coups de couteau de la part d'un Libanais ou un ex-Libanais. On ne sait pas exactement si cet homme était, comme vous le disiez, un loup solitaire ou qu'il travaillait pour un des régimes, ou peut-être le régime de Téhéran, mais en tout cas... Rappelons une dernière chose, c'est que Salman Rushdie aujourd'hui, c'est un homme de 75 ans. Oui. Et je vous laisse réfléchir, n'est-ce pas, à ce que cela signifie d'attaquer sauvagement un homme de 75 ans. Et je vous laisse réfléchir à l'état dans lequel cet homme, on peut dire que pratiquement, virtuellement, Salman Rushdie a bien été assassiné à travers cet attentat. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté de commenter donc cet attentat contre Salman Rushdie. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt.